Salut à tous, donc pour cette nouvelle vidéo, j'ai le plaisir de faire donc une nouvelle collaboration avec Rudy Koya. Merci beaucoup Rudy. Merci à toi JB de cette nouvelle invitation, c'est avec plaisir que je viens participer pour cette nouvelle vidéo. Donc on peut rappeler donc à nos lecteurs que nous avons fait cette première vidéo sur Jon Jones, ça avait vraiment bien marché. Ça avait plu aux lecteurs puisqu'on a enregistré quand même beaucoup de vues en à peine une semaine, 34 000 vues, plus de 34 000 vues sur ta chaîne, et moi sur la mienne plus de 4 000 vues, et il me semble que sur ta chaîne, t'as eu presque plus de 1000 pouces bleus, donc ce qui est vraiment super. Ouais, c'est vrai que quand je passe les 1000 pouces bleus, c'est que c'est vraiment une bonne vidéo, c'est vraiment une vidéo qui plaît, et je pense qu'on avait apporté quand même un point de vue un peu différent de ce qui se fait habituellement sur la préparation d'un fighter, et notamment de Jon Jones, qui a l'air assez populaire. C'est ça, ouais, voilà. Donc, juste avant de continuer, on peut rappeler donc pour ceux qui arrivent en cours de route. Donc, toi, Rudy, tu es le fondateur du site Superphysique. Tu es coach sportif et tu es préparateur physique, célèbre youtubeur. Et donc, moi, me concernant, donc je suis Jean-Baptiste. Je suis le fondateur de Globe MMA. Donc un blog que j'ai créé il y a maintenant 4 ans, et donc je réalise des interviews de combattants, je fais des reportages, je fais des tests produits, et donc on s'est dit que c'était une bonne chose de pouvoir faire ce genre de collaboration, de parler à la fois de musculation, de sport de combat, de préparation physique. On s'est dit qu'ensemble on pouvait faire quelque chose. Voilà, on pouvait essayer de faire évoluer les choses dans le bon sens et d'amener à une compréhension élargie de la préparation physique du fighter. C'est ça, donc là, juste pour faire 2-3 remarques, donc on a bien lu ensemble l'ensemble des commentaires que vous aviez postés sur nos vidéos sur Jon Jones. Donc effectivement, c'est vrai que c'est intéressant, on aurait pu être un petit peu plus précis quant aux entraînements de Jon Jones, à savoir dans nos propos. En fait, nous, on s'est concentré sur des mouvements de powerlifting de Jon Jones, sur certaines vidéos qu'il a postées sur ses réseaux sociaux. À aucun moment on a dit que Jon Jones en fait, concentrait ses entraînements uniquement sur du powerlifting, sur ce type d'exercice pour sa préparation physique de combattant. On sait qu'il fait d'autres choses à côté, mais là en l'occurrence, nous on a voulu se concentrer sur les mouvements qu'il exécutait, les vidéos qu'il postait, et on a juste voulu donner un sens critique à tout ça. Ouais, c'est sûr qu'on peut juger, qu'à juger entre guillemets, que ce qu'on nous montre, que ce qu'on voit. Alors on imagine bien qu'on nous montre surtout le sensationnel, hein. Surtout ce qui fait parler, parce que si ça n'avait pas parlé, les gens vont pas regarder et ça va pas participer à la popularité de Jon Jones. Donc c'est comme, voilà, on parle de ce qu'on voit sans savoir évidemment l'intégralité de la préparation qui doit être à mon avis un peu plus secrète que ça, mais en tout cas ce qu'il montrait était très dangereux. Et ouais, voilà, et autre chose, c'est vrai que j'ai peut-être pas été clair aussi à ce niveau-là, c'était concernant le poids de Jon Jones hors compétition. On sait très bien que Jon Jones n'est pas à 205 livres hors compétition. On sait que c'est pas un light heavyweight, on sait qu'il est beaucoup plus lourd que ça. Ce que je voulais dire en fait lorsqu'on disait comment Jon Jones pourrait prendre du poids pour évoluer en heavyweight, quand je disais ça, c'est du poids en fait, c'est être à un niveau de poids qualitatif, c'est-à-dire pas être grassouillet, pas être hors de forme en heavyweight. C'est en gros comment il pourrait faire pour s'il était aujourd'hui donc à 93, s'il était en light heavyweight, comment il ferait pour monter en heavyweight tout en étant voilà, avec une qualité musculaire, etc. C'était à ce niveau-là en fait que je voulais dire, mais voilà, juste pour que les choses soient claires, sachez que Jon Jones hors compétition n'est pas il a besoin de cutter pour combattre en light heavyweight, et voilà, c'était juste cette petite précision là que je voulais dire. Voilà, c'était comment prendre du poids de manière efficace sans se faire casser la gueule facilement dans la catégorie du dessus. Exactement, voilà, de manière efficace. Donc là, pour cette nouvelle vidéo, eh bien, on a un invité. Donc, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est Conor McGregor aujourd'hui. Donc, on va traiter voilà, d'un sujet. Donc, c'est Conor McGregor, superstar de l'UFC, à seulement 27 ans. Donc, Conor McGregor, c'est tout simplement le combattant aujourd'hui qui serait aujourd'hui le combattant le plus populaire de l'UFC. Champion featherweight de l'organisation, donc il a battu José Aldo, ça c'était en décembre dernier. José Aldo, donc il l'a battu en seulement 13 secondes au premier round, UFC 194.
Pour la petite histoire, j'ai eu le plaisir d'assister à cet événement en live à Las Vegas. C'était un sacré événement. Et d'ailleurs, justement, d'où là ce petit carton avec le visage de Conor McGregor. Donc ça, c'était ce qu'on nous donnait dans les tribunes pour encourager le combattant irlandais. Est-ce que toi d'ailleurs, tu t'aimes bien ce combattant-là ou pas, Rudy, Conor McGregor? Bah, je trouve qu'il a pas mal de charisme en fait, même sans trop m'y connaître en fight sur l'UFC. C'est vrai qu'on le voit un peu partout, ce Conor McGregor, et j'ai repris d'ailleurs une de ses citations, un coup il avait interviewé à la fin de son combat, sur la notion je me souviens, de talent et de travail, parce que les gens, à chaque fois que tu réussis dans un sport, vont dire, voilà, tu es doué pour ceci, et minimise l'impact du travail. Et lui, justement, il avait dit, ce n'est pas une question de génétique, c'est une question d'obsession, de travail, je suis obsédé par réussir, etc. C'était à peu près ça la phrase, je l'avais repris à l'époque. Donc même moi qui ne suis pas vraiment du milieu, sa phrase avait passé les frontières de l'UFC. C'est vrai, donc il fait vraiment preuve de détermination, hein, Conor McGregor. On voit, c'est impressionnant, à tel point qu'il systématiquement il est capable de prédire ce qui va se passer dans son prochain combat. Hein, il est réputé pour ça, et à chaque fois, avant le combat, il est capable de donner exactement la manière dont il va battre son adversaire. Et dans quel round, donc c'est incroyable. Donc là, Conor McGregor, aujourd'hui on va parler de ses entraînements. On va s'intéresser donc aux entraînements qu'il effectue lors de sa préparation physique. Du moins pareil, encore une fois, à ce qu'on a pu retrouver sur internet, sur les réseaux sociaux. On va notamment s'intéresser de tous ses entraînements en mobilité avec son coach Ido Portal. Là, Conor McGregor, il a encore un nouveau défi qui l'attend. C'est la semaine prochaine, ça va être à l'UFC 196. Donc il devait à la base affronter le combattant brésilien champion light heavyweight de l'organisation, Rafael dos Anjos. Et finalement Rafael s'est blessé à quelques jours du combat, il s'est blessé au pied. Donc l'UFC a cherché un remplaçant pour Rafael dos Anjos. Et le remplaçant n'est autre que Nate Diaz. Donc Nate Diaz, fameux Nate Diaz, combattant qui a accepté le combat. Et cette fois-ci ils vont pas s'affronter donc en lightweight pour la ceinture, mais ils vont s'affronter en welterweight, donc la catégorie encore au-dessus, donc 2 catégories au-dessus de celle de Conor McGregor. Donc ils ont trouvé un terrain d'entente, donc c'est un combat qui aura lieu à 77 kg. Et ça promet, c'est un beau challenge. Qu'est-ce que tu en penses de ça alors, de ce choix de Conor McGregor, d'avoir pris un combat 2 catégories au-dessus? La question c'est, parce que je connais pas parfaitement la catégorie, mais donc il était en moins de combien avant? Alors Conor McGregor, lui, là il évoluait donc en featherweight. Featherweight c'est 70 kg, donc là il va évoluer en 77 kg, tout en sachant que Conor, là cette fois-ci je vais être bien précis, Conor hors compétition, il est en welterweight, il est à 77 kg. Et la catégorie va jusqu'à combien de kilos? Donc après on passe au middleweight, et là les middleweight, attends, que je dise pas de bêtises, il faut que je regarde, ça va me revenir. J'ai du mal, c'est 185 je crois, 185 livres, si je dis pas de bêtises. Et je vais te donner ça en ouais, kilos, ça va faire 82, 83. Ouais, peut-être. Quelque chose du style. C'est ça, donc là 77 kg, donc tout en sachant qu'il n'aura pas effectué de cutting. Voilà, 185 livres, ça fait 84 kg, c'est ça. Déjà, le truc, c'est qu'il va arriver déjà en forme. C'est sûr que quand tu fais un cutting, que tu manges rien, que tu bois pas. Moi, je regarde pas mal les vlogs en fait sur la chaîne de l'UFC, là, directement sur YouTube. Et on voit, ils mangent rien à la fin, ils sont morts, ils ont des cernes de fou. Et c'est sûr que si tu arrives tout de suite, sans avoir besoin de faire de régime extrême, en plus enfin à l'approche de la compétition, du combat, là, tout de suite beaucoup plus fort. Hein. Tous ceux qui font de la musculation, qui ont déjà fait un régime, une sèche, te le diront, hein, c'est là où tu perds un maximum de force, t'es crevé, etc. Si là déjà t'as pas besoin de le faire, il va être beaucoup plus fort qu'à l'accoutumée. C'est ça, d'accord. Donc ça va être intéressant, ouais, comme tu disais. Moi là, le dernier combat de Conor McGregor, donc c'était contre José Aldo, et on peut se souvenir de sa pesée. On a l'impression qu'il est complètement squelettique quand il monte sur la balance. Ouais, on a l'impression que c'est un zombie. Et on voit vraiment, et systématiquement lorsqu'ils descendent de la balance, la première chose qu'ils demandent, c'est de boire de l'eau, parce qu'ils sont complètement déshydratés. Donc c'est vraiment impressionnant. Donc là, comme tu dis, là il sera en forme. Il va pouvoir faire un combat où il sera vraiment dans toutes ses capacités. Son corps ne va pas subir des fluctuations de poids.
C'est vrai que j'avais vu la pesée justement, les images, parce qu'il y avait les vélocs qui étaient sortis justement sur l'UFC là, et on voyait qu'il était vraiment extrêmement maigre, quoi. Il était vraiment rachitique, quoi, habillé. On voyait qu'il était pas c'est vraiment en pleine santé, quoi. C'est clair. Là, Nate Diaz, ça va être intéressant ce combat en welterweight. Donc Nate Diaz aussi s'est baladé entre lightweight, welterweight. Et donc là, il va y avoir une petite différence de taille. Donc ça va être, là, on va voir ensemble leur morphologie. Donc Conor McGregor fait 1m75. Donc il évolue à 70 kg, mais là il va combattre à 77. Et donc il a une allonge de 188 cm, donc 74 pouces. Tandis que Nate Diaz, lui, mesure 1m83. Donc là, il y a une différence donc de 8 cm. Et donc concernant son allonge, Nate Diaz, lui, a 193 cm, donc il a 2 pouces de plus. Est-ce que selon toi, le fait comme ça d'avoir une différence de taille, une différence d'allonge, ça peut avoir un impact sur le combat? Bah, je suis pas un grand spécialiste de combat, donc je vais rester mesuré dans ce que je peux dire, mais... Dans tes propos, ouais. Ouais, c'est sûr que donc ça fait 5 cm de plus d'allonge. De mon avis, qui ne repose presque sur rien, parce que je me suis jamais battu. Pour moi, ça fait quand même une belle différence. Mais après, comme un combat, c'est pas seulement que l'allonge, c'est aussi la vitesse. Et de ce que tu m'as dit, Conor est super rapide. Je pense pas que ce soit spécialement un facteur déterminant. Même si quand tu joues à la console à l'UFC, on te marque tout de suite l'allonge du mec, comme si c'était déterminant. Ouais. Donc après, c'est sûr que ça doit jouer un petit peu, mais je pense pas que c'est autour de ça que va se jouer tout le combat. Exactement, donc et justement nous ça nous permet de faire une bonne transition là-dessus. On va pouvoir parler de la mobilité de Conor McGregor. Effectivement, Nate Diaz est un combattant assez lent. C'est quelqu'un qui est beaucoup sur ses appuis, il avance, il va souvent de l'avant, il a une bonne boxe, il est fort au sol. Mais la qualité de Conor McGregor, c'est ses déplacements, c'est sa rapidité, sa précision, sa capacité à contrer, son coup d'œil. Bref, effectivement, je pense pas que ce soit, là en l'occurrence, pour ce combat-là, un facteur déterminant, l'allonge et puis la taille. Qu'est-ce que tu penses du physique de Conor McGregor, son gabarit par rapport aux photos que tu as pu voir? Bah justement, il a un gabarit. Sa structure osseuse. Ouais, c'est vrai qu'il a un gabarit qui a une morphologie osseuse un peu particulière, parce que si on en analyse bien, donc pour ceux qui ne savent pas, je fais des analyses morphologiques sur mon site depuis un petit moment. Donc j'analyse les gens d'un point de vue osseux, d'un point de vue musculaire, la différente longueur des muscles, les adaptations à l'entraînement, etc. à faire. Et là, quand on analyse Conor, en fait, on remarque qu'il a des bras très très longs. On dirait vraiment, en musculation, à titre d'exemple, il serait super fort, car il mettrait très vite, très lourd au soulevé de terre, avec ses bras immenses. Et normalement, quand t'es long, car normalement, entre guillemets, quand t'es long, t'as des longs bras et des longues jambes. Et lui, quand on l'analyse, bah justement, il n'a pas des longues jambes, qu'elles sont pas aussi disproportionnées que la longueur de ses bras, qui est vraiment immense. De toute façon, on voit bien, il fait 1m75 et il a 1m88 d'envergure, ce qui est assez énorme. Mais après, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au niveau de sa posture, on voit qu'il a les épaules un peu en avant, il a une cage assez plate, et donc ça fait vraiment... ça, sans vouloir être méchant, ça fait un peu singe entre guillemets, quoi. Et là, le fait d'avoir les épaules en avant, est-ce que c'est le résultat d'une musculature, de muscles plus forts que d'autres, par exemple? Ouais, ça... Je sais pas, je me souviens, il me semble que lorsqu'on a les épaules un peu en avant, est-ce que ça veut dire qu'on a les muscles du dos pas assez développés, ou non, ou est-ce que ça n'a pas de lien? En général, ce qui régule, entre guillemets, la posture et la position des épaules, ça va être la force des muscles qui vont pousser l'épaule en avant, donc ça va être le grand pectoral, le deltoïde antérieur, ça va être le biceps, le grand dorsal, le grand rond, etc. Et ceux qui vont tirer l'épaule en arrière, c'est des muscles qui sont moins utilisés en général, comme les trapèzes moyens, le trapèze inférieur qui va abaisser l'épaule, l'infraépineux, l'arrière d'épaule, etc. Donc c'est plus des petits muscles, à l'inverse des gros muscles qui vont tirer les épaules en avant. Et donc comme on ne voit pas tout son entraînement, c'est dur de dire si c'est dû à l'entraînement. En tout cas, comme il est coaché par Ido Portal, et on va y revenir juste après, niveau mobilité, c'est pas ce qui doit manquer, mais c'est sûr que si tu es tout le temps en train de taper vers l'avant, c'est normal qu'au bout d'un moment, il y ait une sorte de déformation due à des muscles plus forts qui te tirent vers l'avant,
parce qu'il n'est pas en train de tirer la plupart du temps en serrant bien les omoplates, etc. Donc ouais, c'est peut-être une déformation du sport. Tu vois, par exemple, pendant un moment j'ai fait pas mal de kayak, et au kayak ils ont tous aussi un peu les mêmes défauts, quoi. Ils ont les mêmes physiques. Donc j'ai pas analysé d'autres fighters, mais est-ce qu'il y a d'autres fighters qui sont un peu dans ce style-là, les épaules un peu en avant? Alors Ned Diaz, lui, alors ce qui est drôle, c'est que Ned Diaz, lui, vraiment, lui, c'est impressionnant, quoi. Lui, vraiment, ses épaules tombent vraiment en avant. On dirait qu'il a le thorax complètement creusé, tu vois. Et le dos rond, donc comme si qu'il était un peu bossu. Alors, je sais pas si c'est voilà, une position du fait voilà, qu'il boxe, une position de boxeur ou quoi, mais lui, tu verrais, c'est encore plus impressionnant. Ouais, non, mais ça Donc, s'explique par ce qu'ils font. Si tu fais 2000 répétitions par jour en tapant en avant, en avançant les bras en avant, etc., en travaillant les muscles qui sont rotateurs internes de l'épaule, bah forcément, ça va être presque impossible de compenser avec tous les muscles qui sont rotateurs externes de l'épaule pour justement te redresser, quoi. Donc ça me paraît une déformation professionnelle normale, même si, à terme, c'est pas très sain pour l'articulation de l'épaule. Mais bon, après, chaque sport va avoir ses avantages et ses inconvénients. Voilà. Donc là, on va parler de ses entraînements avec Ido Portal, donc son coach en préparation physique à ses déplacements et à ses mouvements, sa mobilité. Je sais pas si nos lecteurs ont déjà entendu parler d'Ido Portal, mais vraiment c'est le gourou de Conor McGregor, quoi. On a pu voir toutes ces vidéos de Conor postées sur ses réseaux sociaux où on le voit faire différents exercices de mobilité à quatre pattes, des exercices d'équilibre avec des bâtons, etc. C'est assez atypique. C'est pas tous les combattants dont on voit des vidéos postées faisant ce type d'exercice. On peut juste rappeler que Ido Portal n'est pas le pionnier dans ce format d'entraînement. Alvaro Romano, qui est brésilien, Alvaro Romano est le fondateur d'une technique bien précise qui s'appelle la gymnastica naturale. Et la gymnastica naturale, donc c'était une méthode qu'il avait inventée, basée aussi sur des déplacements de type animalier et des exercices de respiration, vraiment la maîtrise de son corps, de souplesse, etc. Et d'anciens combattants très célèbres comme Rickson Gracie ou même Vitor Belfort, Anderson Silva ont travaillé avec Alvaro Romano sur ces déplacements-là pour justement les améliorer pendant le combat. Donc c'est intéressant. Et donc là, Ido Portal, on voit qu'il développe tout ça. Quelle est ton analyse en fait sur ce type d'entraînement? Qu'est-ce que ça apporte? Quels sont les avantages? Quels seraient les inconvénients? Ido Portal, en fait, il est déjà un peu connu dans le milieu de la musculation, notamment justement sur tout ce qui est mobilité. Il avait fait une vidéo, je me souviens, un moment sur le squat, la mobilité pour le squat, et qui avait été vue des centaines de milliers de fois, qui était souvent mise en avant, partagée. Donc Ido Portal, c'est un coach, comme il se dit, un coach du mouvement. Donc c'est ça qui diffère de la plupart, c'est qu'il l'ancienne école veut qu'on s'étire de manière statique. Après, il y a eu les étirements actifs, et maintenant, on en est venu à ce que j'explique dans la vidéo musculation et mobilité, c'est qu'on est le reflet de nos habitudes. C'est-à-dire que si tu ne fais pas un mouvement de manière régulière, eh bien tu perds ce mouvement. Et on voit que ce que fait Ido Portal avec Conor, c'est sans arrêt bouger dans tous les sens, se mobiliser. On voit qu'il n'y a pas d'étirement, par exemple, statique, il n'y a pas de position d'étirement à proprement parler, c'est vraiment travailler le mouvement sans arrêt, le mouvement. Et ça semble être quand même, je crois qu'on en a parlé dans la vidéo de Jon Jones, c'est que la mobilité, la capacité de bouger, c'est quand même la base de toute chose pour pouvoir progresser et être efficace. Parce qu'on sait que si tu ne peux pas effectuer un mouvement, je vais prendre un exemple qui parle à ceux qui me regardent dans la musculation, mais on prend l'exemple du développé couché. Si quand on fait du développé couché, tu descends et tu sens que ça te tire partout dans les épaules, dans les pecs, etc., eh bien tu vas être beaucoup moins fort que si tu avais une bonne mobilité, c'est-à-dire que si tu pouvais descendre sans avoir ces raideurs. Parce que quand tu es raide, quand tu as une limitation de mouvement, en fait, ton mouvement est déjà moins précis, moins efficace, et ton système nerveux va limiter, en quelque sorte,
la quantité d'influx nerveux qui va envoyer à tes muscles et donc tu vas soulever moins lourd. Donc là en combat c'est un peu pareil, si tu es limité dans tes mouvements, si tu peux pas effectuer tous les mouvements possibles, parce que je pense que, encore une fois je suis pas spécialiste, mais quand tu es dans la cage, tu vas te retrouver dans des positions assez particulières à certains moments, des positions auxquelles tu penses pas. Donc, et ouais, bien sûr. Donc forcément là oui, avec voilà. Ido Portal il apprend entre guillemets hein, à bouger dans tous les sens possibles, à jamais être en difficulté, à jamais être limité sur son amplitude à cause d'un mouvement qu'il n'aurait pas fait. Donc ça. Alors c'est un... Non, mais vas-y. Excuse-moi. Donc là, ce qui est intéressant aussi là dans ce qu'on a pu voir au travers de ces vidéos, c'est que tous les mouvements qu'il exécute, tous ces mouvements de déplacement au sol, à quatre pattes, etc. On voit que c'est des mouvements qui sont effectués lentement, avec beaucoup de précision. C'est pas des mouvements basés, on dirait, sur l'explosivité, sur la rapidité. On voit que tout est en contrôle de soi, et c'est ça qui est intéressant. Ouais, mais parce qu'en fait, quand tu manques de mobilité, ou quand tu veux travailler ta mobilité, tu peux pas y aller très très vite. Si tu y vas très vite, c'est comment te déchirer un muscle. Donc je reprends l'exemple du développé couché. Je reprends l'exemple hein, qui parle à beaucoup de personnes. Au développé couché, tu es très très raide des pectoraux et des épaules. Quand tu vas descendre, si tu descends super vite, tu as de fortes chances de te claquer un pec, de te déchirer, de te faire mal à une épaule, etc. Par contre, si tu descends doucement, de manière répétée, doucement, en laissant le temps à tes muscles de s'étirer, de regagner en mobilité, et bien là, tu vas vraiment gagner ce mouvement petit à petit. Alors que si tu l'avais fait toujours de manière explosive, de manière rapide, au contraire, ça t'aurait de plus en plus traumatisé et ça t'aurait raidi de plus en plus. C'est pourquoi, là ce que je vois, ce que fait Ido Portal avec McGregor, c'est qu'il est obligé, comme il l'emmène dans des amplitudes qui sont, de mon point de vue, pour moi qui suis assez raide, extrêmes. Si je faisais la même chose, je pourrais aller encore plus doucement. Et ben, il est obligé d'aller doucement justement pour pas lui faire mal et pour répéter le mouvement, parce que plus il va répéter ces enchaînements, ces mouvements un peu loufoques, hein, on peut dire, parce qu'on voit ça un peu nulle part, donc pour celui qui connaît pas, il va dire c'est bizarre, moi je vois où il veut en venir, mais il est obligé de faire ça doucement, parce que sinon il prend des risques, parce que c'est des positions qui sont extrêmes parfois. D'accord, et donc là, pour ce qui est de la mobilité, donc on voit qu'il y a de la mobilité, donc il y a du déplacement, mais il y a aussi des notions d'équilibre et aussi des notions de réflexe. On a pu voir par exemple qu'il travaille avec un bâton, donc il met le bâton à la verticale, Connor se trouve en face, il lâche le bâton, donc Connor se déplace, il lâche le bâton et en fait Connor doit le récupérer juste avant qu'il tombe. Donc on voit qu'il y a des exercices de réflexe, des exercices d'équilibre, donc tout ça en fait c'est tout un ensemble, hein, c'est ça? Ouais, de toute façon, la base de tout, c'est d'abord le mouvement, c'est être capable d'exécuter un geste dans une position qui est confortable pour toi. Si tu n'as pas cette position, si tu n'as pas cette mobilité, tu vas te faire mal en faisant ce mouvement-là, tu ne seras pas efficace. Et après, le deuxième point, c'est une fois que tu as le mouvement, c'est justement cette notion d'équilibre, de gainage. Si tu n'es pas gainé, j'en parlais justement dans l'interview que j'ai fait avec Vincent Issartel sur ma chaîne, c'est que, voilà, une fois que tu as le mouvement, que tu es mobile, il faut que tu sois gainé. Parce que si tu n'es pas gainé, et dès que tu vas faire un mouvement ou te prendre un coup, là dans notre cas, tu vas vindiguer parce que tu n'auras rien qui va te tenir. Tu vas faire, tu vas danser quoi. Ça va être un peu, ça va être un peu n'importe quoi. Donc c'est le gainage après. Donc j'ai vu par exemple sur les vidéos aussi qu'à un moment il faisait du squat sur une sorte de petite poutre sans barre et tout. Et on voit qu'au départ, on le voit progresser sur la vidéo, qu'au départ il a du mal, il cherche l'équilibre, etc. Alors que lui, Ido Portal, il est super stable, il bouge pas, etc. Donc voilà, la deuxième base, c'est le gainage. Mouvement, gainage, et seulement après, tu peux travailler, tu as une base solide en fait. Tu as déjà le socle, la base de ta pyramide, comme on dit, pour pouvoir développer les autres qualités que McGregor a déjà, puisque, comme tu m'as dit, il est déjà très rapide, il est déjà explosif. Et donc là, en plus, il va l'aider avec, une fois qu'il a travaillé la mobilité, le mouvement plus le gainage, après il fait travailler sa vitesse de réaction en quelque sorte. Et donc là, forcément, il fait une sorte de développement progressif qui est normalement la base que chacun devrait avoir dans n'importe quelle activité sportive. Et ouais, c'est ça. Donc là, a priori, ce qu'on pourrait se dire finalement, c'est que est-ce que Conor McGregor a tout compris finalement? Est-ce que aujourd'hui, s'il en est là actuellement, s'il est champion, s'il est au plus haut niveau, est-ce que c'est parce qu'il a compris en fait comment s'entraîner de manière globale? C'est-à-dire,
être capable de maîtriser son corps dans toutes les positions, être technique, être rapide, être souple, être réactif, être puissant. Donc c'est ça, hein, j'imagine que c'est ça. Hein, sinon c'est exactement ça. C'est d'abord le mouvement, parce qu'on a beau dire que la force est la base de toutes les qualités physiques, si t'es pas capable de bouger, et surtout là, quand tu es dans la cage, dans des positions qui sont extrêmes, qui sont vraiment différentes de ce qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, ou même en musculation basique. Ouais. Donc voilà, il lui faut cette mobilité, puis après tu travailles donc, le gainage, et seulement après voilà, tu travailles ton explosivité, ta vitesse de réaction, ta force. Mais si tu faisais ta force sans cette mobilité, eh ben malheureusement tu te blesserais vite après dans tes positions extrêmes dans la cage. Donc ouais, je pense que ce que fait McGregor est un entraînement très intelligent et qu'il a bien fait d'aller chercher Ido Portal. De toute façon, Ido Portal en musculation, etc. Comme je disais tout à l'heure, c'est une référence, c'est quelqu'un qu'on regarde, voir ce qu'il fait, comment il fait pour bouger, etc. On a d'ailleurs le projet avec mon pote Vince d'aller à un de ces stages un coup là, donc on va suivre ça de près pour essayer d'aller voir comment on fait pour bouger, mais c'est vrai que pour moi là, de ce qu'on voit, en tout cas même si on voit pas tout de l'entraînement de McGregor, c'est que ouais, pour moi il a tout compris quoi, c'est vraiment comme ça que devrait se construire l'entraînement dans n'importe quelle activité, en regard à chaque fois avec les spécificités de la discipline. Hein. C'est sûr qu'on va peut-être pas faire autant de mouvements dans des positions qui peuvent être extrêmes si ton but c'est d'être champion de powerlifting, donc de force athlétique, c'est-à-dire squat, développé couché, soulevé de terre. D'accord, ouais. Maintenant, voilà, la mobilité, le mouvement doit aussi être adapté à sa recherche, à l'activité que tu vas faire. Et là, pour l'UFC, il a bien raison, car pour moi c'est vraiment un entraînement de champion, quoi, comme on peut dire entre guillemets. Hein, et donc là, je voulais voir ça aussi avec toi. Donc là, il y a Ido Portal. On peut aussi mentionner que d'autres combattants s'entraînent aussi de cette manière-là. Donc par le passé, Vitor Belfort, Anderson Silva, Rickson Gracie avec Alvaro Romano. Là aujourd'hui, il y a aussi donc Carlos Condit qui s'est entraîné avec Erwan Lecor. Donc pareil, qui a sa méthode, ses techniques, ses entraînements de mouvement, de mobilité. Est-ce que, alors là, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais on peut peut-être déjà en parler un tout petit peu. Est-ce que les mouvements là que fait Ido Portal, est-ce que ce sont des mouvements de gymnastique? Là, par exemple, Georges Saint-Pierre, on voit bien, pareil aussi dans les vidéos qu'il poste, qu'il s'entraîne beaucoup en gymnastique, qu'il cherche à développer sa mobilité, son explosivité, mais vraiment comme un gymnaste. Est-ce que tu penses que c'est aussi bien ou est-ce qu'il peut manquer certains éléments? C'est une bonne question, mais j'ai pas vu ce que faisait exactement Georges Saint-Pierre, donc c'est dur de me prononcer, mais... Ouais, on peut dire que c'est de la gymnastique. Après, ça dépend quelle définition on donne à la gymnastique exactement. Mais c'est sûr qu'un gymnaste... Après, ce que fait Ido Portal, quand même, pour moi, c'est au-delà de la gymnastique. Parce que dans la gymnastique, on voit que des fois, il travaille sur des mouvements statiques, même s'il y a du dynamique, il y a du mouvement, etc. Là, c'est vraiment plus, de ce que je vois, c'est plus apprendre à bouger comme un félin, quoi. Il y avait Kelly Starrett, qui est le coach référent, entre guillemets, de la mobilité, qui est le coach référent en CrossFit. Il a écrit un livre qui s'appelle... je sais plus le titre, j'ai pas la traduction, je suis pas très bon en anglais, mais devenez un léopard, quoi, c'était le truc. Donc justement, pour dire apprenez à bouger comme un léopard, comme un félin, pour justement après pouvoir avoir une base sur quoi rajouter le gainage, la force et puis les autres qualités physiques juste après. Donc c'est une sorte de gymnastique. Souvent on voit des cours de gymnastique douce pour les personnes un peu âgées, mais qui ressemble pas à ça, mais ce serait mieux que ça ressemble à ce que fait Ido Portal, je pense. Est-ce que tout le monde pourrait faire des entraînements d'Ido Portal? Est-ce qu'on peut commencer ça à tout âge et est-ce que tous les gabarits peuvent se permettre de s'exercer à ce type de mouvement? Alors j'imagine que tout le monde n'aura pas les mêmes résultats au même moment, mais est-ce que c'est accessible à tous selon toi? Est-ce qu'à n'importe quel âge on peut commencer à s'entraîner en mobilité, à faire ce type d'exercice? Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que Ido Portal, c'est quelqu'un d'assez court. On en parlait tout à l'heure. Lui, justement, il a les jambes et les bras très très courts, ce qui aide quand même à bouger, à être plus mobile. Plus tu vas avoir les membres longs, c'est-à-dire plus tu vas avoir les bras longs, plus tu vas avoir les jambes longues, plus tu vas avoir
plus tu vas partir de loin en général pour travailler ta mobilité. On voit en musculation, ceux qui sont les plus forts, c'est ceux qui ont le plus de facilité à faire du squat, à faire du développé couché, qui vont avoir des membres très courts, des petits fémurs, des petits humérus, etc., qui vont justement avoir moins de trajet et moins d'étirement. C'est-à-dire qu'ils vont avoir moins à descendre le coude pour pouvoir toucher les pectoraux, développé couché. Ils vont avoir besoin de moins descendre pour arriver sous la parallèle au squat, l'amplitude autorisée qu'à recommander en compétition. Donc, ce qui est sûr, c'est que chacun peut améliorer sa mobilité à tout âge. C'est plus facile quand tu es jeune. Plus tu es jeune, plus c'est facile. Plus tu es malléable et plus tu vieillis, moins c'est facile. Plus ça va demander de travail. Après, est-ce que tout le monde peut devenir aussi souple ou pas? Non, il y a quand même des facteurs génétiques qui influencent. Moi, j'aime bien prendre mon exemple parce que je suis très très raide de base. Et dans ma famille, tout le monde est très très raide. Et à l'inverse, j'ai un copain qui fait à peu près ma taille et qui lui est super souple de base sans avoir fait quelque chose de plus. Mais c'est un peu comme dans n'importe quelle activité de toute façon, et même en musculation, on le voit assez souvent, c'est que tes antécédents, quand tu es jeune, donc quand tu es enfant, adolescent, etc., jouent aussi beaucoup dans le développement d'un certain niveau à l'âge adulte. Donc si tu n'as jamais rien fait quand tu étais adolescent, que tu jouais à la console et qu'après tu te mets à vouloir être mobile, tu pars d'un peu plus loin et d'encore plus loin si tu as les membres très très longs et puis que tu as la génétique pour être raide. Mais oui, c'est sûr que l'entraînement d'Ido-Portal fait du bien à tout le monde. C'est sûr qu'il ne fait pas de mal et chacun peut progresser à n'importe quel âge en mobilité. Ce qui serait grave, ce serait justement de ne rien faire pour ne pas avoir de mobilité. Après, est-ce qu'il faut développer ces mouvements comme il le fait avec Conor McGregor? Je pense pas que ça ait un intérêt particulier pour le pratiquant de musculation qui me regarde, ou encore une fois, pour le sport que chacun pratique. On doit être un peu plus souple que notre pratique de sport l'exige, mais si on est beaucoup plus souple, en général, il va falloir beaucoup plus de gainage, travail de gainage pour pouvoir être fort, exceller dans son sport. Mais après il y a des différences entre les individus. C'est sûr que si t'es une sauterelle, t'es très très long, ça va être beaucoup plus dur que si tu ressembles à un petit dinosaure qui étire pas trop ses muscles de base, quoi. On parlait de génétique, a priori il y a une belle génétique dans la famille McGregor, il y a la sœur de Conor qui elle est compétitrice en body fitness, Erin McGregor. C'est ce qu'on a vu juste avant la vidéo, on a été voir ça et c'est vrai que de toute façon il y a toujours une grosse part de génétique, même quand Conor dit c'est une question de travail, d'obsession, etc. Par exemple, la vitesse de réaction, même s'il y a des périodes clés pour la développer quand on est adolescent ou enfant, j'ai plus tout ça en tête, mais c'est quelque chose qui est presque génétique, quoi. Une fois que tu es adulte, ça s'améliore presque pas. Donc soit tu es rapide, soit tu n'es pas rapide, quoi. Soit tu réagis vite, soit tu réagis pas vite. Donc on voit bien qu'il y a quand même une grosse part de génétique et on voit que la sœur, qui a l'air en plus naturelle, qui n'a pas l'air de prendre de produits dopants, on voit qu'elle s'entraîne, etc. Donc je pense qu'il y a une bonne génétique. C'est sûr que quand tu es très très explosif, on voit de toute façon, si on voulait classer les gens, j'aime pas trop ça, mais il y a deux types un peu de personnes. Tu as ceux qui sont très très explosifs et tu as ceux qui sont, même quand ils essayent d'aller vite, ils sont quand même très lents, ils sont plus endurants, plus résistants. Donc, et là on voit que McGregor, il est plutôt explosif, quoi. Et juste pour faire un petit rappel là sur la génétique et les combattants de MMA, bien évidemment on connaît les différentes fratries en MMA, là par exemple les deux frères Diaz qui combattent à haut niveau, mais là on peut parler aussi de John Jones, par rapport à notre dernière vidéo. John Jones, lui, il a deux frères, et ces deux frères évoluent à haut niveau dans le football américain, ils évoluent à la NFL. Donc on voit encore ici qu'il y a un facteur génétique, et actuellement le champion middleweight de l'UFC, donc Luke Rockhold, son père était un grand joueur de basket, basketteur à haut niveau, donc on voit quand même que c'est des familles, ils ont ça dans le sang. C'est sûr que si tu as une partie de ta famille déjà qui fait beaucoup de sport, qui est à haut niveau, quand elles ont leur fils ou leur fille, forcément tu es attiré par faire du sport, par t'entraîner, etc. Donc déjà,
ça t'aide rien que l'environnement, parce que tu vas être obligé de t'y mettre, et en plus, tu récupères les gènes du père, de la mère, etc., qui vont en plus aider. Donc, c'est une sorte de cocktail magique, quoi. Si tu fais les efforts qu'il faut, après, forcément, ça explose, quoi. Alors que si tu n'aimes malheureusement, malheureusement ou pas, hein, ça se discute, oui. mais d'une famille qui est pas très sportive, qui est plus bon vivant, comme ça peut se dire, hein, et bah, tu vas plutôt être très bon pour apprécier la bonne nourriture, développer un talent certain pour reconnaître les goûts. Mais en sport, bah, tu seras beaucoup moins bon. Mais Alors ça me fait rigoler parce que Joe Rogan, donc le commentateur de l'UFC, donc il a son podcast de Joe Rogan Experience et c'était très drôle parce que donc régulièrement il parle de MMA sur son podcast et donc il disait que là le jeune prospect, le jeune espoir de l'UFC, Sage Northcutt, et la combattante de l'UFC qui monte, Paige Van Zandt, il disait là ces deux jeunes là, il faudrait leur faire des enfants pour faire des super athlètes. Donc ça m'a fait rire quoi, quand il disait ça. Je crois qu'il y avait eu une histoire comme ça à propos d'un, j'ai plus les noms, hein, mais d'un basketteur chinois justement qui avait joué en NBA. Et justement ils avaient fait une sorte de sélection naturelle, ils avaient fait faire un enfant. Donc, je sais pas si l'histoire est vraie, mais ils en parlent dans le bouquin le gène du sport que j'avais recommandé dans ma vidéo Qui croit en musculation. Et ils en parlent dedans, comme quoi bah, les parents ils avaient sélectionné justement à partir de leur gène, donc de leur facilité à être bon en sport, pour justement faire un chinois très grand qui puisse jouer au basket, etc. Et donc, bah, tu vois, donc ça existe un peu déjà, quoi. Si c'est vrai l'histoire, j'ai plus tout en tête, hein, mais et donc le mec après a joué en NBA, a eu une super carrière, etc. A été une rock star aux US, quoi. Et ouais, bien sûr. Moi, et moi là, je serais très curieux de savoir quel serait le patrimoine génétique d'un potentiel enfant entre Ronda Rousey et Travis Brown, qui est le combattant heavyweight de l'UFC. Les deux là, je sais pas si ils espèrent faire un enfant tôt ou tard. Là, je serais curieux de voir si ce serait un futur champion. Mais bon, ça. Ouais, après, une fois que t'es les jeunes, après, faut travailler, quoi. C'est ça qui est. Oui, il faut pas se reposer que là-dessus. Ouais. Après, il y a l'éducation, tu vois, il y a toujours le truc où on dit, voilà, le talent c'est bien, mais le talent ne bat pas le travail. Quelqu'un de moins talentueux qui travaille à fond, va finir par dépasser le mec talentueux. Quand j'ai commencé la muscu, moi je me souviens, il y avait plein de mecs à côté de moi qui étaient super doués, qui étaient arrivés à un certain niveau par hasard, et puis au fil du temps, ils sont bien loin derrière, parce que même si j'étais moins doué, j'ai su persévérer, etc. Donc après, quand tu fais un enfant, il faut arriver à pas le dégoûter, à le laisser faire ce qu'il veut. Sûr. Et justement, s'il a les bons gènes et qu'après il travaille, forcément, ça fait un champion. Bon, donc ne manquez pas le prochain combat de Conor McGregor, ce sera à l'UFC 196 contre Nate Diaz. Donc ce sera le week-end prochain, le 5 mars. Est-ce qu'on fait un petit pronostic? Ouais, on peut faire un pronostic. Moi je pense que c'est Conor McGregor qui va s'imposer dans le combat. D'ailleurs, il l'a prédit, hein. Là, il y a eu la conférence de presse. Donc il a lui-même annoncé qu'il gagnerait avant la fin du premier round. Bon, je te fais confiance alors, JP. Et toi, Rudy? Je vote comme toi, alors je te fais confiance. D'accord. Et donc voilà, ne manquez pas ce combat. Combat qui va sûrement faire beaucoup parler de lui encore une fois. On vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Ça nous fait vraiment plaisir. Merci pour vos commentaires, merci pour vos idées de sujets. On a d'autres idées encore sous le coude, mais n'hésitez pas à contribuer à tout ça. Merci aussi de partager cette vidéo, de mettre un pouce bleu à la fois sur la chaîne de Rudy, Super Physique, et sur la mienne, Globe MMA. Et voilà, suivez Rudy sur ses réseaux sociaux. Suivez JB, n'oubliez pas de nous aider, de nous montrer que ça vous intéresse. Merci Rudy. Voilà, ouais. Et puis merci à Conor McGregor d'être venu nous rendre visite pour cette vidéo. Heureusement qu'il est venu qu'en carton, sinon il nous aurait peut-être cassé la gueule, quoi, mais... Putain, on va avoir des soucis, Rudy, là, la liste commence à se faire longue. Je sais pas si tu vas pouvoir continuer à interviewer les mecs.
Et s'il y a eu quelques problèmes de son ou quoi dans la vidéo, on peut rappeler que Rudy est actuellement au Vietnam pendant quelques temps, donc suivez ses aventures là-bas, il va poster des vidéos, suivez-le sur les réseaux sociaux, donc on a peut-être parfois un léger décalage au niveau du son, mais on va essayer de rattraper tout ça au montage. Voilà, on va faire au mieux comme d'habitude, hein. C'est notre devise. Bon bah super, merci beaucoup Rudy pour cette vidéo, et puis voilà, vive le sport. Hein. Et puis bon combat à Connor, hein, bien évidemment. Exactement. À la prochaine Rudy.